France Info, les infos de l'étrange. Thème: l'histoire du capital. La machine et la chair. Comment la Renaissance a transformé l'or en force productive. L'Europe sort d'un Moyen-Âge qui n'était ni obscur ni figé. Les foires tournaient, les monnaies circulaient, les villes marchandes prospéraient. Mais quelque chose de radical arrive entre 1400 et 1500. Le savoir ressuscite, et avec lui, une nouvelle façon de percevoir le monde. On rouvre les manuscrits grecs, on redécouvre les géomètres, on réinterprète les forces naturelles, et une question révolutionnaire s'impose. Et si le monde fonctionnait comme une machine ? À partir du XIIIe jusqu'au XIVe siècle, plusieurs historiens soulignent une nouveauté radicale. L'Europe commence à imaginer la société, la nature et même Dieu comme des systèmes réglés. Les premières horloges monumentales apparaissent dès 1283, comme l'horloge de Dunstable, puis se diffusent dans toute l'Europe. L'historien Lewis Mumford, Technics and Civilization, 1934, explique que l'horloge mécanique est la machine clé de l'ère moderne, car elle impose une nouvelle vision du temps, régulier, mesurable, abstrait. Son impact économique direct fait que les villes organisent la production selon des plages horaires fixes. Les monastères deviennent des usines temporelles, selon Jacques Le Goff. Les salaires journaliers, les amendes, la fiscalité commencent à être calculés à l'heure. Les horloges, les banques, la comptabilité, les taxes, les douanes, chaque élément fonctionne selon des règles impersonnelles. Le capital ne dépend plus totalement des hommes. Il traverse les crises, utilise la mort, se réorganise seul. Les philosophes médiévaux de la fin du XIVe siècle, Oresme, Buridan, écrivent que l'univers fonctionne selon des lois constantes. Certains historiens les considèrent comme des précurseurs de Galilée. Oresme, dans son traité du ciel de 1377, note « Le mouvement du monde peut être régulier comme celui d'une horloge. Le monde est pensé comme une machine parce que les forces économiques fonctionnent mécaniquement, indépendamment de la volonté humaine. Dès cet instant, l'or change de statut. Il n'est plus seulement un métal, il devient une énergie, un carburant pour multiplier le geste humain. La Renaissance, ce n'est pas seulement la beauté des arts, c'est la naissance du capital productif, le moment où l'argent devient puissance technique. En 1417, Poggio Bracciolini trouve dans un monastère allemand le De Rerum Natura de Lucrèce. Le texte circule immédiatement parmi les humanistes. Lucrèce affirme « Rien ne naît de rien, rien ne retourne au néant ». Une conclusion unanime s'impose. Le monde n'est pas magie, il est matière, flux, mécanique. C'est une bombe intellectuelle. À Strasbourg puis Mayence, Gutenberg perfectionne la presse à caractère mobile. Entre 1450 et 1500, plus de 20 millions de livres circulent en Europe. Le savoir cesse d'être aristocratique, il devient reproductible, transmissible, mécanisable. Entre 1470 et 1519, Leonardo da Vinci observe, mesure, dissèque, calcule. Dans son Codex Atlanticus, le mouvement est le principe de toute vie. Ces machines, roues hydrauliques, métiers automatiques, armes rotatives,
sont moins des inventions isolées que l'annonce d'un changement de paradigme. Le travail humain peut être démultiplié. À Florence, Milan, Nuremberg, nous voyons naître les villes-ateliers. Les chroniques municipales disent que Florence compte, en 1500, plus de 200 ateliers de tisserands. Nuremberg produit la moitié des horloges d'Europe. Venise développe des chantiers navals capables d'assembler un navire en un jour, les arsenali. C'est une révolution silencieuse. La technique devient une véritable force économique. Entre 1450 et 1550, l'Europe invente plus que dans les 1000 années précédentes. C'est la thèse de Carlo Cipolla, Before the Industrial Revolution, 1976. Les ateliers de Saxe et de Bohême ajoutent aux moulins à eau des engrenages à forte démultiplication, des régulateurs hydrauliques, des systèmes continus. Ce qui provoque la multiplication par 10 de la production textile et la naissance des premières chaînes de fabrication pré-industrielles. En Wallonie, de 1460 à 1520, les hauts fourneaux utilisent du minerai phosphoreux et produisent de la fonte en grande quantité. Les guerres d'Italie montrent la différence. Les armées équipées d'armes wallonnes dominent le champ de bataille. En 1477, la réédition de la géographie de Ptolémée donne aux navigateurs un monde mesurable. La cartographie ptoléméenne reparaît. En 1494, Lucia Pacioli crée la comptabilité moderne. Dans la Summa de Arithmetica, Pacioli codifie la partie double, le bilan, le journal et le compte de résultats. C'est un séisme. Dès 1500, les marchands vénitiens l'utilisent. Le capital peut enfin se calculer pleinement et précisément. Rationalité technique et rationalité comptable développent la naissance du rendement. C'est une métamorphose métaphysique. L'argent devient un véritable système. En 1492, le monde européen bascule. Quand Christophe Colomb atteint les Antilles, ce n'est pas une découverte. C'est l'ouverture d'un circuit extériorisé d'extraction qui va alimenter la machine européenne pendant 3 siècles. Colomb lui-même écrit dans son journal du 14 octobre « Ils feront de bons serviteurs, on pourra en tirer profit ». Dès le premier contact, l'économie exprime. Hernán Cortés débarque au Mexique en 1519. Il brûle ses navires, forme des alliances avec les ennemis des Aztèques et marche vers Tenochtitlan, capitale impériale. Les chroniques de Bernal Díaz del Castillo, dans son Historia Verdadera en 1568, décrivent une ville si vaste que nous en restâmes muets. Des marchés de 60 000 personnes. Ce n'est pas une civilisation primitive, c'est un système urbain avancé. Et pourtant, en 1521, après le siège, les Espagnols détruisent et rasent la ville. Pizarro capture Atahualpa à Cajamarca en 1532, au cœur de l'Empire Inca. L'empereur offre une rançon unique dans l'histoire. Une pièce de 6,10 mètres sur 4,60 mètres, remplie d'or à hauteur d'homme, et 2 pièces pleines d'argent. Après avoir reçu la rançon, les Espagnols l'exécutent quand même en 1533. C'est l'acte fondateur de l'économie coloniale. L'or n'est plus un métal, c'est aussi une justification d'annihilation. En 1545, les Espagnols découvrent la Cerro Rico, la montagne d'argent,
au cœur de l'actuelle Bolivie. Selon l'historien Enrique Tandeter, dans Coerción and Market 1993, entre 1550 et 1650, Potosí fournit 60% de tout l'argent mondial. Le travail forcé est organisé selon la mita, un système hérité des Incas, mais amplifié par la colonisation. Travail en altitude, 4000 mètres, mercure utilisé pour l'amalgamation, provoquant des empoisonnements massifs, tunnels instables, mortalité massive. Le chroniqueur Felipe Guaman Poma de Ayala écrit en 1615 « Potosí est une bouche d'enfer qui avale nos enfants ». On estime à plusieurs centaines de milliers les morts directs. João de Barros note le premier transport enregistré d'Africains réduits en esclavage vers le Brésil. Le système existait déjà, mais cette date marque son institutionnalisation. Selon John Thornton, entre 1500 et 1650, plus de 2 millions d'Africains sont déportés vers les Amériques. Ce ne sont pas seulement des marchandises humaines, ce sont des sociétés entières vidées de leur force vitale. L'argent afflue donc en Europe. Les chiffres explosent. Entre 1500 et 1650, 150 000 tonnes d'argent arrivent en Europe. Les prix triplent. C'est la révolution des prix selon Hamilton dans American Treasure and the Price Revolution in Spain, publié en 1934. Les États deviennent dépendants de ce flux colonial pour financer leurs armées et leurs dettes. Le capital européen passe d'une économie régionale à une économie chaîne mondiale. Fernand Braudel résume ainsi : « L'argent venu des Amériques coula comme un fleuve dans les veines de l'Europe. » Entre 1485 et 1600, les lois d'enclosure privatisent les terres communes. Les paysans sont expulsés et deviennent des vagabonds pénalisés par la loi. L'historien E.P. Thompson résume : « Les paysans n'ont pas choisi le salariat, ils y ont été contraints par la perte de leur monde » dans The Making of the English Working Class en 1963. En 1536, les Poor Laws font du travail une obligation. Les lois imposent maison de travail, contrôle des indésirables, obligation de travailler sous peine de châtiment. Pour la première fois, l'Occident formalise un concept inédit, l'homme comme ressource économique à part entière. Ce n'est pas une métaphore, les registres municipaux de Norwich en 1550 parlent des pauvres comme matière à employer. La chair est officiellement intégrée dans la machine. L'argent du Pérou fait de Charles Quint et Philippe II des géants politiques. Mais l'État est surendetté auprès des Fugger et des Wessler. En 1557, c'est la première banqueroute, puis en 1575 et en 1596. Les archives de Simancas montrent que l'argent colonial servait principalement à rembourser les dettes et pas à enrichir le peuple. Louis XI, en France, entre 1461 et 1483, construit un réseau routier, des manufactures royales, les premières compagnies contrôlées par l'État. Les historiens l'appellent le roi qui inventa l'État moderne, selon Crinen 1993. Entre 1600 et 1602, nous voyons la naissance des premières multinationales. East India Company en Angleterre et la VOC, les Provinces-Unies. Elles disposent d'armées privées, de flottes immenses, de monopoles commerciaux, de plantations esclavagistes,
d'actions cotées et de dividendes. La VOC, par exemple, verse en moyenne 18% de dividendes annuels à ses actionnaires entre 1606 et 1650. Ce n'est plus du commerce, c'est un État dans l'État. L'argent cesse d'être soumis à la souveraineté et il devient lui-même souverain. La Renaissance n'a pas créé des artistes, elle a créé un moteur. Un moteur fait de raisons géométriques, de techniques multipliées, de violence impériale, de comptabilité, de main-d'œuvre disciplinée. Ce moteur, c'est le capital productif. La machine, la technique, la mesure, le calcul, les empires, les États banquiers, et la chair, le paysan expulsé, l'ouvrier des ateliers, l'esclave africain, les mineurs indigènes, le fonctionnaire colonial. De cette fusion naîtra l'industrie du XVIIIe siècle, les manufactures, la révolution industrielle, le capitalisme mécanisé. La machine s'est mise en marche et la chair a commencé à la nourrir. Le monde vient de changer d'âme. L'argent n'est plus circulation, il n'est plus accumulation, il devient transformation. Merci pour votre écoute, cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à publier des commentaires et à manifester votre sollicitude en cliquant sur un pouce. Je vous retrouve pour le prochain épisode numéro 5 sur la thématique métaphysique du capital du podcast Transinfo.